Alors, dans le cadre du grand feuilleton de l'été, je voulais vous parler donc du théorème de Dirichlet. J'en ai parlé en une quarantaine de minutes, une bonne quarantaine de minutes, et c'est quand même une preuve qui contient en elle énormément de ferments qui ont révolutionné l'arithmétique au XIXe siècle. L'arithmétique qui est ce grand circuit de Formule 1 pour cerveau turbo-compressé, et il serait intéressant de regarder la preuve en résumé, un espèce de résumé d'une dizaine de minutes, j'espère moins, où on peut vider un petit peu des détails un peu triviaux pour dégager en gros les grandes idées qui ont révolutionné l'arithmétique. Voilà, alors on va commencer par parler du théorème de Dirichlet. C'est juste qu'on prend A dans ce qu'on va appeler le groupe A, c'est un entier, tel que A bar, modulo M, M c'est un entier aussi, donc on va appeler GM le groupe Z sur MZ étoile, et on va appeler P indice A, donc A bar est dans GM, donc ça veut dire que A est premier avec M, et on va appeler P indice A l'ensemble des P premiers. Grand P, c'est l'ensemble des nombres premiers, tels que P bar égale A bar, et on affirme que PA est infini. Voilà. En plus, cerise sur le gâteau, on va voir que la densité de ces P, en lui donnant un sens, eh bien, c'est 1 sur phi de M, c'est-à-dire le cardinal du groupe G indice M. Phi, c'est l'indicatrice de l'air. Alors voilà, je veux parler des grandes idées. D'abord, la fonction de zeta. La fonction de zeta de S, c'est la somme pour n supérieur ou égal à 1 de 1 sur n puissance S. Alors regardez, j'ai fait un petit dessin qui va expliquer un petit peu cette formule qui est là. Zeta de S, c'est la crémaillère que vous voyez ici. Donc ça, c'est la fonction 1 sur x puissance S. Donc zeta de S, c'est cette crémaillère. Là, c'est l'intégrale en rouge, c'est-à-dire 1 sur S-1, et en vert, ça va être la différence entre zeta de S et l'intégrale. Et ce qu'on remarque, c'est que cette différence, quand on l'écrit sous forme d'intégrale, eh bien, autant ça va diverger pour S inférieur ou égal à 1, bon, on va toujours prendre S positif, strictement positif, mais ça va diverger pour S inférieur ou égal à 1, eh bien, autant cette partie verte, elle, n'a pas de problème, parce que c'est une espèce de dérivée de la fonction, elle s'écrit en fonction de la dérivée de x puissance moins s, qu'on voit ici, et donc, du coup, ça va converger, même si on somme une infinité de petits trucs verts, là, ici, ça va converger. En gros, vous avez zeta de S, qui va être égal à 1 sur S-1, l'intégrale, plus cette petite différence, qui va converger pour la partie réelle de S strictement positive. Voilà, ça c'est intéressant, et on va pouvoir faire ce qu'on appelle un prolongement analytique, c'est-à-dire que cette fonction qui était a priori pour S réel, strictement plus grand que 1, va devenir une fonction avec un pôle d'ordre 1 en S sur le demi-plan des parties réelles strictement positives. Voilà. Deuxième point, on a zeta de S qui peut s'écrire autrement, c'est le produit pour les nombres premiers de 1 sur 1 moins 1 sur P puissance S. Donc ça, c'est un développement de Taylor de ceci, et ce développement de Taylor en série géométrique, et où on développe et on utilise le théorème fondamental de l'arithmétique. Ce qui va faire que quand on va prendre le log de ça va être une somme, et dans cette somme, quand on va écrire les formules de Taylor, cette somme en S envers 1. Donc on peut regarder ici sur la partie, toujours sur le demi-plan des parties réelles strictement positives, et bien quand S tend vers 1, ça va être équivalent, alors ça va tendre évidemment vers l'infini, d'accord, quand S tend vers 1, à cause de ça, mais, ou à cause de ça, si vous voulez, le pôle d'ordre 1, mais quand S tend vers 1, ça va être équivalent à la somme de P dans grand P, de 1 sur P puissance S.
Bon, hein, on va diviser ça en une partie comme ceci et une autre partie qui, elle, converge pour des raisons, pour des petits détails techniques. Voilà. Donc ça, c'est important, le théorème fondamental de l'arithmétique qui vient intervenir ici. Maintenant, troisièmement, l'idée que cette somme-là va devenir, quand S tend vers 1, va devenir un objet standard pour la répartition des nombres premiers. Je m'explique, quand on va regarder un ensemble, une partie des nombres premiers, eh bien pour regarder sa densité, on va faire le quotient de cette somme pour P appartenant à cette partie divisé par ceci. Et en particulier, s'il y a une limite, ça va nous donner une notion de densité, et si cette limite est non nulle, on pourra affirmer que la partie est infinie. Bien sûr, parce que ça tend vers l'infini. Donc ici, on va quotienter GA de S par cette fonction standard, en quelque sorte, hein, quand S s'approche de 1. Et GA de S, c'est la somme pour P dans la partie, ici c'est PA, de 1 sur P puissance S. Alors, maintenant, l'idée, on va l'écrire, la fonction caractéristique de l'élément neutre, donc l'élément neutre, c'est de Gm, c'est 1, appliqué à P bar, A bar moins 1. Ben oui, parce que ça fait 1 si P est égal à A bar, si P bar égale à bar, modulo M, et ça fait 0 sinon, donc ça, c'est égal à ça. Voilà. Maintenant, quatrième étape, c'est d'utiliser la théorie de Fourier discrète. C'est-à-dire que la théorie de Fourier, hein, vous avez une décomposition des fonctions en caractères. Bon, les caractères, si vous avez une fonction périodique, vous voyez ça comme une fonction sur le cercle, et cette fonction sur le cercle, supposons qu'elle soit continue, hein, ça va se décomposer en somme de certaines exponentielles avec des coefficients. Et ben là, c'est exactement pareil. On va prendre cette fonction, mais au lieu de le regarder sur le cercle, on va regarder sur un groupe abélien fini, et la théorie est à peu près la même, et on appelle ça la théorie de Fourier discrète. Bon, alors, c'est que ce 1e, il se décompose en une somme pour des caractères, c'est-à-dire les exponentielles de i, t, quelque chose, et nt, eh bien, ça va devenir des caractères, juste des caractères qui. Et donc, on va avoir GA de S. Alors, bien sûr, on divise, on a toujours la division, c'est comme dans la théorie de Fourier où on divise par 2π, par la longueur. Ici, on va diviser par le cardinal de Gm, donc 1 sur phi de m, phi, hein, toujours l'indicatrice de l'air, de somme pour tous les caractères, donc les morphismes de groupe de Gm dans ces étoiles. Et on va avoir qui de P bar A bar moins 1, donc on peut mettre comme qui c'est des morphismes de groupe, on va avoir une somme de qui de A bar moins 1 fois f qui de S, où f qui de S, c'est par définition qui de P bar, la somme des qui de P bar, pour qui fixé, hein, dans GM chapeau, pour les P ne divisant par M, afin que P bar soit bien dans GM, hein, tous les P premiers est divisé par P puissance S. Voilà, donc toute la densité va dépendre de cette somme-là. Maintenant, cinquièmement, on va regarder ce qui se passe pour qui égale 1 et pour qui différent de 1. Pour qui égale 1, f1 de S, ben quand vous mettez 1 ici, alors 1 c'est le caractère trivial où qui de P bar est toujours égal à 1, on va avoir la somme de 1 sur P puissance S, presque pour tous les P, donc pour tous les P sauf une partie finie, donc d'après ça, comme ça c'est infini, eh bien on va avoir un équivalent, hein, donc ça, f1 de S, ça va être équivalent à ce qui était ici. Maintenant, quand qui est différent de 1, alors f qui de S, quand on le regarde, eh bien ça va ressembler exactement comme ici au log d'une espèce de fonction de zeta où on aurait remplacé ici le 1 par qui de n bar, exactement pour la même raison. Hein, c'est une modification, hein, de la fonction de zeta, sauf que si on veut que qui s'applique à n bar, il faut que n soit premier avec m, hein, pour être dans Gm. Voilà donc ceci. Donc qu'est-ce qu'il faut?
Maintenant, on veut décomposer cette somme en deux pour comprendre GA et pour comprendre ça. On voit que si on montre que f qui est borné pour qui différent de 1, alors, bien, on va avoir un équivalent de GA de S divisé par ça qui tend vers l'infini, hein, d'après ça, en quoi? Ben, en 1 sur phi m fois 1 plus 0. Donc 1 sur phi de m, et on aura ça. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Et maintenant, pour ça, ben, je vais regarder ce qui est à l'intérieur du logarithme, je vais étudier ce truc-là. Je vais l'appeler ls de qui, c'est la somme des qui de n bar sur n puissance s quand n est premier avec m. Et cette fonction-là, elle est bornée par Abel. Alors ça, il va y avoir une convergence, c'est la convergence par le critère d'Abel, parce que ici, on va avoir une fonction dont les sommes partielles sont bornées, pour des raisons que qui est différent de 1. On va avoir une série 1 sur n puissance s moins 1 sur n plus 1 puissance s qui va converger absolument. Et donc là, ça va converger par Abel. Ok. Maintenant, comme on en prend le log, il suffit pas de voir si ça converge, il faut aussi que ça converge pas vers 0. Alors là, c'est le dernier problème. Si c'est nul en 1. Donc si c'est nul en 1, alors on va montrer par l'absurde que c'est pas possible. Donc on suppose que L de 1 qui est égal à 0, et c'est là que l'analyse complexe va nous aider, que le prolongement analytique va se trouver utile dans cette situation, est fondamental. Alors par l'absurde, si c'est nul en 1, si ceci s'annule en 1 pour un qui, hein, pour un qui. Voilà. Alors, je regarde le produit de tout ça, de tous les L, S, qui, et là, en remarquant que L, S, 1, donc pour qui égale 1, est de la même nature que zeta, c'est-à-dire possède un pôle en 1, et un pôle d'ordre 1, voilà, et c'est le seul pôle, hein, d'accord, voilà. Eh bien, en supposant que par l'absurde qu'il existe un qui tel que là ça s'annule, ben, il y aura un 0 d'ordre au minimum 1 en S égale 1. Donc, forcément, ce 0 va venir compenser le pôle, donc ce qui veut dire que cette fonction-là va être holomorphe. Et c'est là où il va y avoir un problème, c'est que si cette fonction est holomorphe, je peux prendre, donc c'est holomorphe sur le demi-plan des parties réelles strictement positives, eh bien je vais regarder, je vais calculer cette fonction, et un petit calcul, un théorème sur les caractères, nous donne cette fonction, et nous montre que, en fait, elle n'est pas définie pour S égale, elle diverge pour S égale à 1 sur phi de m. Voilà. Bon, avec une certaine inégalité. Alors que normalement, si ça s'annulait, eh ben, on devrait avoir une fonction holomorphe partout. Or, c'est faux. Voilà. Donc, conclusion, on a bien dA de S tend vers 1 sur phi de m, parce que il y a cette partie-là qui est bornée et cette partie-là qui tend vers phi de m, hein, donc ça va être borné, ça va faire tendre la densité vers 0, et là, cette densité va tendre vers 1 sur phi de m. Donc, globalement, on va avoir 1 sur phi de m plus 0, donc 1 sur phi de m, et voilà. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les grandes idées, hein, on peut les voir. D'abord, le prolongement analytique de la fonction zeta, d'accord, grâce à ceci, qui va nous aider au moment de l'analyse complexe, puisque on va utiliser des théorèmes sur les fonctions méromorphes et holomorphes, donc ça ressemble un peu à ces théorèmes sur les polynômes, où on peut factoriser dès qu'on a un 0, alors on peut factoriser quelque chose, et là, c'était important ici. Donc là, super important, le théorème fondamental de l'arithmétique, qui relie la fonction de zeta qui était là avec des nombres premiers. On voit qu'on peut construire des fonctions de zeta à chaque fois qu'on a un anneau factoriel. Bon. La standardisation de donc cette fonction qui va devenir une fonction standard pour pouvoir calculer la densité d'une famille de nombres premiers,
ça c'est important. La théorie de Fourier discrète, qui va faire que ces familles-là vont être reliées à des familles plus harmonieuses qui sont liées à des caractères. Et on va, dès qu'on a une fonction, on va ramener un problème sur une fonction à un problème sur une fonction plus harmonieuse, puisque toutes les fonctions ici, c'est la théorie de Fourier, se décomposent en fonctions qui se disent avec des caractères. Et qu'on a appliqué, là c'est f qui. Voilà, ça c'est important. Et puis ensuite, les deux cas, c'est toujours standard dans la théorie des caractères, le cas où qui égale 1 et le cas où qui est différent de 1. Et le cas où qui égale 1, ça nous donne une certaine partie de TA, et pour cas différent de 1, ça nous donne l'autre partie, mais qui est nulle, grâce, encore à des petits calculs, et encore une fois, on utilise un peu la théorie de Fourier, c'est-à-dire que au lieu de regarder tout seul une fonction L de S qui, on regarde tout son produit, parce que son produit va être plus harmonieux que la fonction tout seul. Voilà, alors je ne sais pas en combien de temps j'ai réussi à résumer ça, mais ça me paraissait utile, et surtout, c'est un bon complément de la preuve en 40 minutes que j'ai mis sur YouTube il n'y a pas longtemps.